Donc, bonjour à tous. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Lamine Diop, donc lauréat du prix de thèse. Donc, il va nous présenter ses travaux, échantillonnage sous contrainte de motifs structurés. Merci Annelle. Bonjour à tous, je m'appelle Lamine Diop. Voilà. Je suis en postdoc à l'Université de Tours et ancien doctorant de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour vous présenter une partie de mes travaux de thèse dont le sujet est intitulé Échantillonnant sous contrainte de motifs structurés et qui m'a permis d'être le lauréat du prix de la meilleure thèse. Ces travaux ont été faits sous l'encadrement de M. Cheikh Taleb Diop de l'Université Gaston Berger, Ahmed Giacometti et Anne Soulé de l'Université de Tours. Pour mieux contextualiser notre travail, commençons par définir la fouille de motifs dans le cadre des études de Magnel et Toivonen, où les méthodes proposées font de la fouille exhaustive de motifs intéressants. Pour ce faire, on a un ensemble d'instances appelées une base de données D. Elles sont langage muni d'une relation de spécialisation, qui est une relation d'ordre entre les éléments du langage qu'on appelle des motifs. Un motif n'est rien d'autre qu'une généralisation du ensemble de la base de données. Sur ce losange, nous avons les motifs du langage et au sommet, le motif le plus générique. Ensuite, on a une contrainte de Q qu'on appelle un prédicat de sélection booléen et qui permet de juger la pertinence des motifs du langage. Dans ce contexte, l'objectif est de trouver tous les motifs du langage qui satisfont la contrainte de Q. Par exemple, dans le cadre de la fouille de motifs fréquents, la contrainte Q est remplacée par un seuil de fréquence minimale. La fréquence de motif, c'est la cardinalité de l'ensemble de ces spécialisations dans la base de données. Et dans ce contexte précis, l'objectif est de trouver tous les motifs du langage qui ont une fréquence supérieure au seuil de fréquence minimale. Mais les méthodes de fouille exhaustive rencontrent deux problèmes majeurs. Premièrement, si la base de données est très volumineuse, le temps de calcul de l'ensemble des motifs intéressants devient très élevé. Le second problème est lié au seuil de fréquence minimale. En effet, il n'est pas du tout facile de fixer le seuil de fréquence minimale. Si celui-ci est très grand, la sorte risque d'être vide. Par contre, s'il est trop petit, l'ensemble des motifs retournés devient très volumineux et donc difficile à analyser par un expert. C'est pour cela que, durant ces dernières années, les méthodes d'échantillons en sortie ont été proposées. L'objectif d'une méthode d'échantillon en sortie, ce n'est pas de trouver l'ensemble des motifs intéressants du langage. Mais étant donné une mesure d'intérêt M choisie par l'utilisateur, l'objectif est de trouver un échantillon représentatif des motifs intéressants du langage suivant la mesure d'intérêt M. Parmi les avantages de ces méthodes, on peut noter le fait qu'elles n'utilisent pas de seuil d'intérêt minimal et garantit une très bonne diversité entre les motifs retournés. Cependant, il faut noter que les motifs qui sont dans l'échantillon, donc retournés, ne sont pas nécessairement optimaux. Dans la littérature, il existe déjà trois principales classes de méthodes d'échantillons en sortie. La première classe se base sur les chaînes de Markov par Monte Carlo, a été initialement introduite par Ezaki pour les bases de données graphes, et plus récemment par Bannemer et al. Pour les bases de données transactionnelles en 2020. La deuxième classe se base sur le formalisme SAT et a été initialement introduite par Dejeva et en 2017 pour les bases de données transactionnelles et plus récemment par Guggen et al. En 2019, toujours pour les bases de données transactionnelles. La troisième et dernière classe se base sur une procédure aléatoire en deux étapes et a été initialement introduite par Bollet et en 2011 pour les bases de données transactionnelles et plus récemment par Giacometti et Souli pour les bases de données numériques. Il est intéressant de noter que jusqu'à présent, aucune méthode d'échantillon en sortie n'a encore été proposée pour les bases de données séquentielles. Dans la suite de cet état de l'art, je vais présenter la méthode de Bollet et al. En 2011, qui est la première méthode de la troisième classe dans laquelle s'inscrivent la plupart de nos contributions. Pour la méthode de Bollet et al., étant donné une mesure d'intérêt M choisie par l'utilisateur, on commence par une phase de prétraitement qui consiste à pondérer chaque instance de la base de données. Ensuite, on passe au tirage
Et à la première étape, on tire une instance gamma J proportionnellement à son poids. À la deuxième étape du tirage, on tire uniformément une généralisation parmi l'ensemble des généralisations de l'instance gamma J. Cette méthode en 2 étapes est exacte et très rapide, en particulier après patternement. Cependant, les méthodes en 2 étapes rencontrent d'énormes difficultés sur les bases de données atteintes de la malédiction de la longue traîne. Nous disons qu'une base de données est atteinte de la malédiction de la longue traîne si la plupart des motifs qu'elle contient ont une fréquence très faible. Et une représentation des motifs montre que les motifs les moins fréquents occupent la queue. Et si on applique, par exemple, la méthode en 2 étapes de Golay et al. Sur cette base de données atteinte de la malédiction de la longue traîne, on voit que 50% des motifs échantillonnés ont une fréquence égale à 1, ce qui fausse l'idée de la représentativité des motifs échantillonnés. Il faut noter que la malédiction de la longue traîne est vraiment très présente sur les données structurées. Dans cette thèse, nous avons travaillé avec 4 structures de données. Les bases de données transactionnelles, surtout pour évaluer la classe de mesure d'entrée qui nous a permis de résoudre le phénomène de la longue traîne, la première conclusion. Les bases de données séquentielles pour faire de la fouille de motifs séquentiels. Les bases de données transactionnelles distribuées pour faire de la fouille de motifs dans les types stores du web. Et enfin, les bases de données transactionnelles compressées sous la forme d'un trail quand la structure tabulaire ne tient pas en mémoire. Dans la suite de cette présentation, je vais me limiter sur les 2 premières structures par défaut de temps, donc pour être dans le temps imparti. Commençons par formaliser la classe de modulité fondée sur la norme qui nous a permis de résoudre le phénomène de la longue traîne. Nous avons notamment montré comment éviter de tirer des motifs à partir de la queue. Étant donné que les motifs qui sont les plus présents dans la queue ont souvent des normes très élevées, la première idée qui nous est venue à l'esprit est d'utiliser une quantaine de normes maximales. La norme d'un motif, c'est le nombre d'items qu'il contient. Sur cet exemple, nous avons représenté le langage des motifs de norme inférieur égal à 2. On voit que BDE, qui a une norme égale à 3, ne fait pas partie de ce langage. Ensuite, on a tiré un échantillon de motifs à partir de ce langage et on a représenté la distribution des motifs produits suivant la fréquence, en vert. On peut noter maintenant que, contrairement à la méthode sans contrainte, en rouge, nous parvenons à avoir des motifs fréquents dans la base de données. Autrement dit, dans l'échantillon, excusez-moi. Donc, dans l'échantillon, les motifs qui sont les plus fréquents sont maintenant les plus abondants, contrairement à la méthode sans contrainte. Pour formaliser l'intuition d'utiliser des quantités de normes, nous avons introduit la notion d'utilité de motif. L'utilité d'un motif, c'était à son intérêt indépendamment de toute base de données. Avec une utilité de quantité de norme maximale, le motif varie à une utilité égale à 1 si sa norme est inférieure égale à grand M, donc à la quantité de norme maximale. Sinon, son utilité est égale à 0. On voit que BDE a une utilité égale à 0 parce qu'il y a la quantité de norme maximale. Comme tous les autres motifs, des unités égales à 1. Donc, mais on voit ici l'ensemble vide qui n'est pas du tout intéressant, surtout avec nos expérimentations. Mais comment éliminer ce motif, par exemple? De la même manière que nous avons introduit la quantité de norme maximale pour pénaliser les motifs longs, on peut aussi utiliser une utilité avec une quantité de norme minimale. Si mu égale 1, par exemple, l'ensemble vide est écarté. Il existe d'autres fonctions d'utilité fondées sur la norme, telles que la décroissance exponentielle, qui pénalisent les motifs longs. On voit que quand la norme maximale tend vers l'infini, l'utilité du motif tend vers 0. On a aussi l'air qui a un motif de norme L lui associe une utilité égale à L.
on a la fréquence qui donne une utilité égale à 1 à tout motif qui est présent dans la base de données. La liste est loin d'être exhaustive. Mais d'une manière générale, une utilité qui a un motif du langage associe une valeur selon sa norme est dite fonction d'utilité fondée sur la norme. Et la classe de mode d'utilité que nous avons définie ici, c'est l'ensemble des mesures qui s'écrivent sous la forme de la fréquence multipliée par une utilité fondée sur la norme. Pour prendre en compte toutes ces mesures fondées sur la norme, nous avons besoin de revoir la forme de pondération des instances de la base de données. Par définition, le poids d'une instance gammon suivant une utilité U, c'est égal à la somme des utilités des généralisations de gammon. Mais étant donné que calculer ce poids en faisant la somme des utilités une à une a une complexité exponentielle, nous avons réécrit cette formule sous la somme du produit de deux termes, où le premier terme ici compte le nombre de motifs de norme L dans l'instance gammon, et le second terme donne l'utilité de motifs de norme L. Voici une manière vraiment très efficace pour pondérer une instance gammon suivant une utilité fondée sur la norme. Maintenant, ce que nous voulons résoudre, c'est de tirer un motif directement à partir de la base de données suivant une probabilité proportionnelle à sa fréquence multipliée par son utilité. Pour ce faire, nous avons proposé un algorithme générique qui prend en compte toute mesure d'utilité fondée sur la norme. Dans une base de données D et une fonction d'utilité FU fondée sur la norme, on retourne un motif var phi tiré proportionnellement à sa fréquence multipliée par son utilité. Comment? Premièrement, en pondérant chaque instance gammon par la somme des utilités de ces généralisations. Deuxièmement, pour le tirage, on tire une instance gammon proportionnellement à son poids. Premièrement, donc ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, on commence par pondérer les normes L. Chaque norme L est pondérée par la somme des utilités des généralisations dans gamma J qui ont une norme égale à L. Ensuite, on tire une norme L proportionnelle à son poids. Et enfin, on retire le motif var phi tiré uniformément parmi l'ensemble des généralisations de gamma J qui ont une norme égale à L. Cet algorithme générique que nous avons proposé ici a une complexité comparable à la méthode de Boole et al. Dans le cas où il utilise la fréquence. Si nous parvenons à résoudre ces deux challenges, premièrement, ça va compter efficacement le nombre de sous-séquences, le nombre de motifs dans une instance gamma. Deuxièmement, savoir tirer uniformément un motif parmi l'ensemble des motifs de norme L que contient une instance. La première instantiation de cet algorithme est la première méthode d'échantillon assortie sur les bases de données séquentielles suivant une modulité fondée sur la norme. C'est quoi une séquence? Une séquence est une suite ordonnée d'items 7. Là, on a une séquence à 3 items 7, AB, suivi de C, suivi de AC. Les généralisations d'une séquence sont appelées des sous-séquences. Ici, on a une sous-séquence C suivie de A. Qui a une seule occurrence. Donc, on a un C au deuxième item 7 et le A au troisième item 7. Par contre, A suivi de C est une sous-séquence à deux occurrences. On a A premier item 7, C deuxième item 7. Ou bien A premier item 7 et C troisième item 7. Donc, AC est une sous-séquence à occurrences multiples. D'ailleurs, c'est ça le principal problème de l'échantillonnage des motifs séquentiels, des occurrences multiples. Et du coup, l'algorithme générique mi-simple que nous avons proposé a besoin de résoudre deux challenges. Premièrement, compter le nombre de sous-séquences distinctes dans une séquence et suivant une norme donnée, donc une norme L donnée. Deuxièmement, ne pas favoriser les sous-séquences à occurrences multiples lors du tirage uniforme d'une sous-séquence. Pour le premier challenge, nous avons généralisé la formule de comptage de sous-séquences de Ego et al. En 2015. Ego et al. avait proposé
une formule qui permet de compter le nombre de sous-séquences distinctes dans une séquence donnée. Nous, on a introduit une contrainte de norme pour pouvoir compter le nombre de sous-séquences dans la séquence qui est la concaténation de S ou en X où X est un item 7. Donc, nous parvenons à compter le nombre de sous-séquences dans cette séquence de nombre inférieur égal à J. Je vous épargne la démonstration de cette formule, donc, qui est un peu complexe. Pour le deuxième challenge, l'idée, c'est de ne pas favoriser les occurrences multiples. Pour ce faire, nous avons introduit une forme canonique qu'on appelle la première occurrence. Étant donné que chaque sous-séquence a une et une seule première occurrence, eh on a considéré donc la première occurrence et puis écarté les deux autres et le problème est résolu. Évidemment, ça se base sur du rejet. Mais les expérimentations ont montré que le rejet n'a pas un impact notoire sur la rapidité de la méthode. Pour valider expérimentalement notre approche, donc avec des outils, avec son intérêt, par exemple, l'intérêt des motifs, nous avons construit des classifieurs à partir des motifs échantillonnés. La méthode que nous avons proposée, appelée New Sampling, en utilisant comme utilité, avec une idée de contrainte de norme maximale, les SVM. Nous avons ici représenté les accrues ici. En abscisse, on a les bases de données et en ordre, les accrues ici. Et notre méthode, donc les accrues de notre méthode, c'est en vert. On voit que la méthode que nous avons proposée est vraiment compétitive avec les méthodes de l'état de l'art qui se basent sur une extraction exhaustive des motifs intéressants. Et d'ailleurs, là où vraiment on a des bases, là où c'est vraiment très critique, tel que Speed et Kate, le gain que nous avons obtenu est quand même notoire. Ce qui veut dire donc que les motifs que nous avons obtenus sont vraiment très pertinents pour échantillonner, pour faire de la classification à partir des bases de données séquentielles. En conclusion, nous avons proposé dans cette thèse quatre contributions majeures. Premièrement, nous avons proposé une classe de modulation fondée sur la norme qui permet de résoudre le phénomène de la longue traîne. Ensuite, un algorithme générique qui utilise toute fonction fondée sur la norme. La deuxième contribution, c'est, je dirais, la première méthode d'échantillon en sortie sur les bases de séquentielles, mais aussi il y a C-sampling. Bon, New Sampling est une extension de C-sampling. Et les deux sont dans la thèse. C'est une méthode d'échantillon en deux étapes qui tire des sous-séquences à partir des bases de données. Ici, on va défendre sur la norme. La première méthode d'échantillon en sortie des bases de séquentielles. Une méthode très efficace malgré le rejet. Et là, les expérimentations l'ont montré. On a montré la contrainte de normes pour limiter l'impact du phénomène de la longue traîne. Des publications ont été faites, parmi lesquelles ICDM et KS à l'international. La troisième contribution est l'algorithme DD Sampling, un algorithme qui utilise aussi toute mesure fondée sur la norme. La première méthode d'échantillon en sortie sur les bases de données transactionnelles distribuées. Un algorithme générique qui applique avec tout type de partitionnement d'une base de données distribuée, que ce soit horizontale, verticale ou hybride. Et à ma connaissance, c'est la première méthode d'échantillon, c'est la première méthode de fouille de motifs sur les bases de données partitionnées verticalement et qui sont aussi hybrides. Pour montrer l'intérêt de cette méthode, nous avons proposé de faire de la détection de données aberrantes sur les types stores du web. Donc, à partir de DBpedia et Wikidata, on a créé un échantillon de motifs. Ensuite, on a fait de la détection de données aberrantes. Des publications ont été faites dans ce chapitre aussi, parmi lesquelles Adebis et Information System. La quatrième et dernière contribution, c'est un algorithme d'échantillonnage à sortie qui utilise toute mesure fondée sur la norme, appelée TP Sampling. Un algorithme qui s'applique, donc c'est la première méthode proposée pour échantillonner des motifs à partir d'une base de données compressée sous la forme d'un trie. Une méthode qui passe très bien à l'échelle, là où les méthodes qui utilisent la forme tabulaire ne marchent pas, par exemple, parce que la base ne tient pas en mémoire. Nous parvenons avec cette méthode à tirer efficacement des motifs. Et d'une manière intéressante, il suffit d'utiliser, bon, si la quantité de norme est
largement est suffisamment choisi, on peut utiliser un seul try pour ensuite, on peut utiliser un seul try pour plusieurs modalités fondées sur la norme. En perspective, nous voudrions quand même regarder avec d'autres utilités, telles que les iUtility, là où les items ont des utilités, les transactions aussi. Enfin, nous souhaitons regarder comment améliorer l'efficacité des méthodes, surtout pour les bases de données séquentielles. Essayer d'éviter le rejet en utilisant les tries, par exemple. Utiliser des content de gap pour avoir une plus-value sur les motifs échantillonnés, ou bien même contrôler la fréquence des motifs. Merci pour votre attention. Alors, merci Lamine pour ta présentation. Alors, donc, on va passer aux questions. Alors, donc, il y a une question de Vincent Lemaire que je partage aussi. En fait, tu ne nous as pas parlé en fait du passage à l'échelle de tes algorithmes, donc niveau complexité. Si je reprends la question exactement, pourriez-vous donner une idée de la complexité algorithmique et mémoire de votre approche? Et je partage cette question personnellement. Bon, je pense qu'il y a combien il y en a 3 algorithmes, si je ne me trompe pas, mais 4. Donc, parce que NU sampling et SI sampling ont la même complexité. TP sampling, DD sampling ont des complexités différentes, et ainsi de suite. Donc, de quelle méthode vous parlez? Je pense qu'il parle, par exemple, est-ce que tu as une idée de tes algorithmes par rapport au temps d'exécution? Est-ce que c'est rapide? Est-ce que ton extraction se fait rapidement? Est-ce que tu vois que selon la taille, il y a… Voilà. Ok, je vois. Là, bon, je n'ai pas malheureusement mis la complexité ici, mais pour le pré-traitement, hier, je l'avais montré dans une session que pour les bases de données séquentielles, par exemple, on a vu que sur les jeux de données, quand la taille de la base de données devient très volumineuse, on a vu que le temps de calcul augmentait suivant la quantité norme maximale. Mais on a vu qu'avec la quantité norme maximale, son principal intérêt, c'est de limiter le phénomène à long terme. Et pour ce faire, sur les expérimentations, on a vu que il nous faut au plus, par exemple, 10 comme ça, une quantité norme maximale égale à 10 pour éviter le phénomène à long terme. Et sur l'ensemble des jeux de données avec lesquels on a travaillé, le temps de calcul pour le pré-traitement n'atteignait pas les 2 minutes. C'était 1 minute et quelques sur les jeux de données à 100 000 transactions et de suite. Là, je n'ai pas ici, bon, on l'avait présenté quand même, mais je ne l'ai pas ici pour les jeux de données, pour la partie séquentielle. Maintenant, il y a aussi du rejet. Et là, on a montré, par exemple, l'impact du rejet. Ça, on a utilisé 2 jeux de données réels. On a vu que sur les jeux de données réels, il n'y a pas de rejet du tout. Par contre, sur les jeux de données synthétiques, là où on a mis des répétitions, c'était pour évaluer l'efficacité de la méthode. On voyait que on était plus souvent effet à 40 avec des codes maximales de 3 jusqu'à 7. Mais ça augmente encore. Mais comme je l'ai dit, il y a la quantité norme maximale vraiment qui a 2 fonctions, je dirais, qui appliquent sur la rapidité de la méthode, mais aussi qui joue sur le problème de la longue traîne. Pour les autres, pour les autres méthodes aussi, est-ce que je l'ai mis? Bon, pour les autres méthodes, là, on a évalué pour DD sampling, qui est un algorithme distribué, on a évalué en premier lieu le coût de communication. Et on a vu, comparé aux autres méthodes, là, par exemple, on a pris la méthode qui fait de la centralisation de l'ensemble des données et on a regardé le coût par rapport donc le nombre de messages envoyés
par rapport à une méthode qui répartit l'ensemble des données en mémoire. Et là, vous voyez ici comme baseline, et sur l'ensemble des parties, des partitions, par exemple, on a quand même une différence extrêmement notoire. Et d'ailleurs, avec une coordonnée maximale égale à 5, nous parvenons à tirer des milliers de motifs avant d'atteindre le coût d'une centralisation de l'ensemble des données. Ça, on a montré l'efficacité sur des partitions, sur différents types de partitions pour des désimplés. Pour les trails, aussi, bon, là, c'est vraiment, je vais vous montrer. Pour les trails, parce qu'avec les trails, on peut jouer sur la manière dont on insère les items, suivant la fréquence, suivant l'ordre décroissant des fréquences, ou bien suivant l'ordre quelconque. Là, on a la méthode en 2 étapes, donc, que nous avons proposé, qui peut aussi peut-être considérée comme étant la méthode de Boole, sur les items 7 surtout. Et là, on a notre méthode TP simplée. On voit par exemple que ça, c'est le coût en mémoire, donc stockage en mémoire. Et vous voyez, par exemple, avec notre méthode, on est, je ne sais pas exactement, mais la méthode, par exemple, de Boole, qui est là, en taille, ça, c'est plus de 200 mégabits. Alors que la méthode qui prend n'importe comment qui insère n'importe comment les items, c'est quand même vraiment voilà, très, très coûteux. Ça, c'est en mémoire pour les trails. Et pour le temps d'échantillonnage, on a vu que les deux méthodes ont presque les mêmes temps pour échantillonner des motifs. C'est vraiment à l'ordre de quelques millisecondes, quoi. D'accord. Voilà. Merci Lamine, je suis obligée de te couper parce qu'on arrive à 9h30. En fait, souvent, enfin, pour clôturer rapidement, souvent les questions qui se posent par rapport à la complexité, par rapport au temps, tout ça, c'est pour réfléchir à une implémentation plus tard distribuée, en fait, des approches. Souvent, maintenant, on va plus vers des implémentations distribuées pour justement améliorer ces temps d'exécution. D'accord, merci. Donc, c'est souvent les questions vont dans ce sens-là pour plus tard une implémentation distribuée plus qu'une implémentation simple. Bon, même hier, je pense que j'avais proposé de distribuer l'algorithme simplé en faisant de la parallélisation. Voilà. Oui, surtout quand c'est combiné à un classifieur. Ouais. Oui. Merci. Voilà, merci beaucoup Lamine et encore bravo pour le prix de thèse. Merci. Et puis voilà, bah, dommage qu'on n'a pas pu se voir, mais bon, une prochaine. Voilà. Merci Lamine. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.